Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons lire la grande histoire du livre. Nous allons apprendre le livre de ses tout débuts en tablette d'argile, puis en rouleau de soie et de papier, les métamorphoses du livre. Ça promet d'être passionnant. Des pages à lire, mais aussi à explorer, à transformer pour comprendre l'évolution des formes du livre. En Asie, déployer les rouleaux de soie et les livres accordéons, se pencher par-dessus l'épaule des copistes du Moyen-Âge, découvrir l'imprimerie avec Gutenberg, sentir sous ses doigts le relief des caractères typographiques, comprendre la photogravure en regardant à travers un vrai film noir. À l'aide d'autocollants, retrouver les gestes du relieur, soulever la couverture de livres pour enfants et en admirer les illustrations. Qu'ils se déroulent, se déplient ou se feuillettent, les livres racontent une histoire longue de 5000 ans. C'est vrai que ce livre a la particularité d'avoir des pages qui se soulèvent. On a des pages transparentes. Ici, le fonctionnement de l'imprimerie. On va découvrir plein de choses ensemble. Et on commence avec livre de terre ou de roseau. On a ici un papyrus égyptien vers 1500 avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, un berger compte ses bêtes. Pour ne pas en oublier le nombre, il le note sur une tablette d'argile. Cela se passe il y a 5000 ans. L'histoire du livre vient de commencer. Sur de l'argile tendre, les hommes écrivent leurs légendes, leur savoir. À ces livres lourds et peu maniables, les Égyptiens préfèrent les rouleaux de papyrus, souples et légers. Vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs et les Romains utilisent aussi ces papyrus qu'ils nomment volumens. Ils sont conservés dans des bibliothèques. Celle d'Alexandrie, fondée en 304 avant Jésus-Christ, contient plus de 500 000 rouleaux. On a ici un livre d'argile écrit en Mésopotamie vers 600 avant Jésus-Christ. Et ici un cahier romain en bois et cire datant du IIIe siècle. Comme du pain, en Mésopotamie, les textes les plus longs sont écrits en recto verso sur plusieurs tablettes d'argile. L'argile humide est gravée de signes avec le calame, roseau taillé, puis mis à sécher au soleil. Les livres précieux sont cuits au four pour être plus solides et mieux se conserver. Ils sont ensuite disposés côte à côte sur des étagères dans les temples. Métamorphose. À Rome, les écoliers écrivent avec un stylet sur des tablettes de bois clair assemblées en cahiers et enduites d'une fine couche de cire noire. Ce petit format est plus maniable que les rouleaux de papyrus. Bientôt, la peau plus légère remplace le bois. Le codex qui se feuillette est né. Dans l'huile, pour protéger les papyrus de l'humidité et des insectes, les Égyptiens les conservent dans des jarres de bois ou d'argile, parfois remplis d'huile de cèdre. Dans les tombeaux, des rouleaux nommés livres des morts accompagnent les défunts dans l'au-delà. La Torah, livre sacré des Juifs depuis 3200 ans, est un rouleau de peau qui contient les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et là, c'est Virgile, poète romain, tenant un volumen. Livre de soie ou de bambou. En Chine, il y a près de 4000 ans, les hommes éprouvent le besoin de conserver et de transmettre leurs pensées. La nature les entoure. Ils l'utilisent. Ainsi, dans toute l'Asie, la végétation fournit des supports à l'écriture.
l'exerce du boulot, s'étire sur les feuilles du palmier, s'allonge sur les tiges du bambou. L'usage du papier a peu modifié l'aspect des livres asiatiques. Le rouleau et le livre accordéon rivalisent toujours avec les livres qu'on feuillette. Fabriquée à partir du cocon du bombyx du mûrier, la soie souple peut être pliée ou roulée. Au Japon, le rouleau de papier est la première étape du livre. Les techniques chinoises d'écriture pénètrent tardivement dans l'île, au IVe siècle, alors que les formes anciennes du livre sont déjà dépassées en Chine. Poti des Indes, la partie la plus large des feuilles de palmier, cuite dans du lait puis séchée, est polie avec un coquillage pour obtenir les pages des livres indiens, les potis. Tracée au pinceau et à l'encre en colonne verticale, cette écriture se lit de haut en bas et de droite à gauche. Ces livres volumineux et lourds restent en usage jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Là, on a un livre accordéon imprimé en Chine au XVIIe siècle. Ses couvertures en bois parfumé sont recouvertes de soie brochée. Oh, ça doit être magnifique. Soie roulée. Vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, les Chinois commencent à écrire au pinceau sur des bandes de soie longues de plusieurs mètres. Pour faciliter la lecture, elles sont enroulées sur un bâton. Les livres écrits sur de la soie étaient si nombreux qu'ils furent parfois confisqués pour fabriquer des tentes et des bâches de chariots au cours des guerres. Papier plié. Connu depuis le 1er siècle au moins, le papier fut longtemps méprisé car son utilisation était un signe de pauvreté. Les feuilles collées bout à bout imitaient la forme des rouleaux de soie. Puis on plia les bandes de papier en pages régulières, ce qui donna le livre accordéon et le livre tourbillon, plus commode pour le lecteur. Sage hindou lisant un texte religieux, les signes sont gravés dans les feuilles de palmier avec un stylet de métal. Pour faire apparaître l'écriture, la page est frottée avec de l'encre de couleur qui s'incruste dans les creux. Horoscope Thaï. En Thaïlande, les pages des livres servant hommage à prédire l'avenir sont formées par des plis horizontaux. Ce magicien et médecin consulte ses manuscrits en forme d'accordéon. À Sumatra, on utilise toujours ces livres en écorce pliée. Ils s'ouvrent verticalement, se lisent horizontalement et de gauche à droite. Pendant 1700 ans, dès le XIVe siècle avant Jésus-Christ, en Chine, des livres sont rédigés sur des lamelles de bambou ou de bois. Leur forme allongée est à l'origine du sens de l'écriture chinoise. Un guérisseur tibétain consulte un manuel de médecine locale. Le format horizontal des livres tibétains est calqué sur celui du poti indien. Bien qu'écrits sur du papier, ces livres ont conservé la forme des feuilles de palmier. Arabesque d'Arabie. À Bagdad, capitale persane des livres et des arts, une rue regroupe 100 boutiques de copistes et marchands de manuscrits religieux, littéraires et scientifiques. Dans chaque maison, la mère est copiste, le père peint des miniatures et le fils est relieur. Au IXe siècle, la civilisation arabe rayonne des Pyrénées à l'Indus. Une religion, l'islam, et une langue écrite, l'arabe littéraire, unissent cet état immense. Les livres sont diffusés à la suite des conquêtes musulmanes et le Coran est copié dans chaque bourgade de l'Empire. À la même époque, l'Europe sort à peine des ruines accumulées par les barbares. Là, on a un traité de mécanique et le Coran retranscrit la parole sacrée du prophète Mahomet. Un art de cour, recueil
puissance se mesure à la qualité et à la quantité des écrivains entretenus à la cour. On rapporte qu'un calife donna à un traducteur un poids d'or équivalent à celui des œuvres qu'il avait traduites. Les merveilles de la création. L'or liquide et de riches couleurs issues de végétaux et de minéraux ont servi à peindre ce manuscrit. Professionnel, la production de livres étant entièrement manuscrite jusqu'au XIXe siècle, la profession de copiste est très répandue. À la fois marchand et artisan, le copiste vend du matériel pour écrire, expose ses livres et reçoit des lettrés qui discutent dans son échoppe. Beaucoup de parents font acquérir à leurs enfants une belle écriture pour qu'ils puissent devenir calligraphes et copistes. Et amateurs. Cependant, les particuliers aussi sont autorisés à recopier pour leur usage personnel les œuvres contenues dans des nombreuses bibliothèques. Le matériel et le papier nécessaires à la copie sont même fournis sur place. Écriture sacrée. Dans le Coran, l'écriture doit être belle. Sa beauté est liée au choix du calame. Ce bâtonnet de roseau a aussi pour nom médecin de la lettre. Jusqu'en Inde, à partir du XIVe siècle, l'influence arabe se fait sentir dans tout le nord de l'Inde. À la cour des grands Moghols, souverains originaires du Turkestan, la production de manuscrits se poursuit dans la grande tradition arabe. Livres en peau de bête. Depuis plus de 2000 ans, les peaux servant à fabriquer les livres sont préparées de la même façon en Afrique, en Europe et en Amérique. Trempées dans la chaux ou dans l'eau d'une rivière, les peaux exhalent une odeur suffocante. Le tanneur, tout à son travail, ne la sent plus. Il mouille, gratte, racle le côté fleur de la peau pour en enlever les poils. Puis il tend la peau encore humide sur un cadre de bois et il la laisse sécher au soleil avant de dégraisser le côté chair au grattoir. Blanchi à la craie ou à la chaux, le parchemin est enfin prêt à recevoir les signes, les figures ou les scènes aux couleurs chatoyantes. Il faut 12 peaux de mouton pour réaliser un livre de 150 pages de 16 cm sur 23. Peau de Pergame. À Pergame, 200 ans avant Jésus-Christ, les peaux de veau et de mouton tannés sont collées bout à bout pour former des rouleaux semblables au papyrus. Le mot parchemin vient du latin perganimeum, qui signifie peau de Pergame. Veaux et velins. Les veaux mornés ont une peau fine et très lisse. Elle sert à réaliser les meilleurs parchemins appelés vélins. Livre-manteau. En Amérique du Nord, les Indiens s'enroulent dans des peaux de bison souples et veloutées. Des scènes peintes sur ces peaux, batailles ou fêtes, racontent l'histoire des tribus. Couleurs indiennes. Purée de baie pour le rouge, excréments cuits de canard pour le bleu. Les couleurs vibrent sur les manteaux de peau. Codex aztèque. En Amérique centrale, les livres aztèques sont pliés en accordéon. Des peaux de daim ou de cerf sont assemblées en bandes qui atteignent parfois 6 mètres de long. Amoxtli sacré. Les Aztèques nomment Amoxtli leurs livres peints de figures colorées. Ces dessins décrivant les rites religieux ne sont lus que par les prêtres. Cette peau se lit de gauche à droite et raconte une bataille menée par un chef coiffé de plumes rouges. Manuscrits enluminés. Loin du monde, dans le calme des monastères, les moines du Moyen-Âge copient sans relâche les textes de la Bible et les œuvres grecques et romaines de l'Antiquité. Des invasions ravagent l'Europe et à partir du 5e siècle, les abbayes sont les derniers refuges d'une culture menacée. Elles abritent souvent un scriptorium, atelier où les manuscrits sont copiés sur du parchemin
remplissage des aplats est fait au pinceau en poil de martre. C'est la troisième étape. Ensuite, de fins traits blancs, les réaux achèvent la décoration de la lettrine. Monstres familiers, les religions anciennes sont encore très présentes dans les coutumes des hommes du Moyen-Âge. Dans les enluminures, une place de joie est faite aux bêtes fantastiques et bizarres. L'épopée du papier. Le papier est né en Chine au début de notre ère. La pâte est fabriquée en broyant des végétaux, le mûrier, le chanvre ou le bambou. Plus tard, les Arabes écrasent des vêtements et des cordes usées pour obtenir leur pâte à papier. Les premiers papetiers d'Europe au XIIIe siècle utilisent aussi les vieux chiffons. D'un croc impartial, je pique les loques, chante le chiffonnier en ramassant les guenilles avec son bâton pointu. Les chiffons sont broyés par de lourds maillets hérissés de clous dans des bacs remplis d'eau. Vers 1850, le bois remplace les chiffons devenus rares. La pâte de bois crémeuse sert encore à fabriquer le papier de nos jours. Une révolution, l'imprimerie. Comment obtenir plusieurs exemplaires d'un même livre sans le copier à la main? Dès le 8e siècle en Asie, puis au début du 15e siècle en Europe, les hommes gravent les textes sur des planches de bois. Ils les ancrent et les appuient contre du papier. Ainsi, le dessin des lettres peut être reproduit plusieurs fois. Mais le bois s'use trop vite. Vers 1440, en Allemagne, Gutenberg fabrique des lettres en métal solides et mobiles. Il vient de découvrir le principe de l'imprimerie. Il ignore que ce procédé a été mis au point 50 ans plus tôt par les Coréens. Je ne savais pas non plus. Lettres sculptées. Gutenberg grave en relief et à l'envers une lettre au bout d'un bâtonnet en métal très dur, le poinçon. Cuivre creusé. Le poinçon est enfoncé d'un coup sec dans une plaque de cuivre, la matrice. La lettre y laisse son empreinte en creux et à l'endroit. La matrice est fixée au fond d'un moule. Mélange métallique. Le métal versé dans le moule est un mélange de plomb, d'étain et d'antimoine. Grâce à l'antimoine, cet alliage est très dur une fois refroidi. Il peut résister à la pression sans s'écraser. Les caractères. La petite barre métallique que Gutenberg démoule porte à son extrémité la lettre en relief et à l'envers comme le poinçon. Chaque caractère est fondu en plusieurs exemplaires. Drôle d'écriture. Parce qu'un mot est composé de plusieurs lettres, Gutenberg dispose les caractères les uns à côté des autres pour former des mots, des phrases, puis une page entière. Au XVe siècle, cette disposition est appelée écriture artificielle. À plat sur la feuille. Les caractères métalliques doivent avoir la même hauteur pour se plaquer en même temps contre le papier. Gutenberg lime les barres de tailles inégales. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les techniques de fonte permettront d'obtenir des barres de hauteur strictement égales. L'encre que Gutenberg fabrique est plus grasse et plus compacte que celle des copistes. Déposée à l'aide de gros tampons en cuir, les balles, elle reste à la surface des caractères sans couler. Du raisin aux lettres. Gutenberg adapte la presse à vin à son invention. Lorsqu'on serre la vis avec une barre de bois, une planche, la platine, descend et presse la feuille de papier uniformément contre les caractères. Cette presse sera utilisée pendant 3 siècles. La Bible a 42 lignes. En 1454, la première Bible de Gutenberg est enluminée comme un manuscrit. C'est un incunable car elle a été imprimée avant 1500. Lettres de plomb. Vers 1460, les premiers ouvriers typographes formés par Gutenberg partent de Mayence chercher fortune.
casier de bois sur le dos, tirant quelquefois une presse dans une charrette, un sac rempli de poinçons à leur cou. Ils emportent le secret de l'imprimerie. À Strasbourg, Venise, Paris, Lyon, l'invention rencontre un succès fulgurant. Pour plaire aux lecteurs habitués aux livres manuscrits, les typographes créent des caractères qui ressemblent aux lettres écrites à la main. Peu à peu, la forme des lettres imprimées s'éloigne de ce modèle. Dans les ateliers des imprimeries, les typographes, de plus en plus nombreux, piochent à grande vitesse les caractères, un à un, dans les casiers de bois. Pendant 5 siècles, les pages des livres sont ainsi composées. Boîte aux lettres. La case est un plateau de bois divisé en cases, les cassetins contenant chacun plusieurs fois la même lettre. Une réglette en bois ou de métal, le composteur, permet de disposer les caractères en ligne. Ces lignes sont placées les unes au-dessous des autres, en une ou plusieurs pages. Les yeux fixés sur le livre qu'il copie, le typographe, aussi nommé compositeur, puise les lettres dans la case d'un geste rythmé. Les espaces blancs entre les mots et les lignes sont obtenus en glissant entre les caractères des baguettes de plomb, appelées garnitures, qui ne s'impriment pas. Une vie d'atelier. Dans les petits ateliers, le maître imprimeur est ainsi correcteur. Il relit les premières feuilles imprimées, les épreuves, tandis que les typographes composent les pages, les apprentis rangent les casses, ramassent les caractères usagés. Une de leurs joies est de livrer les ballots de feuilles imprimées. Certains typographes dessinent de nouveaux caractères qui prennent leur nom. Ils donnent ainsi une personnalité aux livres qu'ils diffusent. De grands créateurs. Au XVe siècle, Manus crée une lettre penchée, l'italique, et une lettre droite très lisible, la romaine, toujours utilisée. Les caractères du hollandais Elsevier triomphent au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, l'anglais Caslon s'en inspire avec succès. Au XIXe siècle, en France, la famille Didot impose ses caractères. La salle des machines. À la fin du XIXe siècle, dans la salle voûtée d'une grande imprimerie, de nouvelles machines s'ébranlent en vibrant. Grâce à l'énergie des moteurs à vapeur, les éléments de la presse se mettent en mouvement. Les cylindres presseurs happent les feuilles, les plaquent contre les formes imprimantes et les libèrent couvertes de caractères sous l'œil attentif des imprimeurs. Dans la chaleur des chaudières, le brouhaha des hommes et des machines, l'odeur entêtante des encres, les livres s'impriment feuille après feuille à une vitesse étourdissante. Produit en grande quantité, le livre peut se vendre moins cher et est ainsi mis à la portée de tous. Évolution. Au XIXe siècle, grâce à la multiplication des écoles, le nombre de lecteurs augmente. Il faut plus de livres. Des machines plus performantes apparaissent. La presse en métal est inventée par Stanhope en 1795. La première presse à rouage mécanique est créée par Koenig et fonctionne à la vapeur en 1820. La monotype. Vers 1900, cette machine permet d'assembler les lettres plus vite qu'à la main. À partir de 1950, la technique de l'offset rend la fonte des caractères métalliques inutile. Révolution. Peu à peu, les surfaces imprimantes et les éléments de pression deviennent cylindriques. Le mouvement sans fin des rouleaux qui tournent sur eux-mêmes permet d'accélérer l'impression et de produire davantage de livres. Livre d'art. En héliogravure, le cylindre imprimant est gravé chimiquement en creux. Cette technique d'impression permet d'obtenir de très belles images pour les livres d'art. Dans la poche, avec la Cameron, le papier est plaqué sur des formes en relief. Elle imprime des livres au format de poche, les relie et les emballe en 4
s'imprime sur les feuilles de papier. Ce procédé contemporain permet de réaliser rapidement des livres illustrés. L'alchimie de la photogravure, de la lumière, des couleurs, des points par milliers, petits et gros. Voici les éléments qui permettent aux photograveurs de réaliser les films servant à la fabrication des plaques imprimantes. Le scanner, machine munie d'un œil électronique et d'un rayon laser, décompose les images en 4 couleurs et les reproduit sous forme de points sur des films transparents. Les films sont disposés sur des plaques enduites d'une couche sensible à la lumière, puis elles sont violemment éclairées, c'est l'insolation. Les parties à imprimer apparaissent sur les plaques qui sont alors installées sur l'offset. Avec 3 couleurs seulement appelées primaires, le jaune, le bleu et le rouge, plus le noir, on reconstitue toutes les nuances imaginables. Sur chaque film est reproduit en noir le tramage d'une des 3 couleurs qui composent l'image. Pour la reconstituer, on superpose les 4 films. La reliure, un habit de fête. L'or et la soie, les pierreries multicolores, le velours et l'argent, les cuirs les plus variés, décorent les couvertures qui protègent les écrits précieux du passé. Mais la reliure des livres anciens n'est pas toujours aussi fastueuse et de simples peaux de truie ou de chèvre suffisent souvent à recouvrir leurs pages. De nos jours, la couverture des livres porte souvent une photographie ou une illustration attrayante qui donne envie de les lire. La couverture sert de publicité aux livres et permet de les distinguer immédiatement les uns des autres. Un costume sur mesure. Une fois les feuilles de papier pliées en 2 ou plus suivant le format du livre, le relieur colle des papiers de garde au début et à la fin du volume. C'est la plâsure. Puis vient la couture sur un cousoir. Les cahiers sont assemblés par le dos. L'endossure consiste à arrondir le dos et à l'assembler au carton de couverture. Pour la couvrure, on habille le volume avec de la peau de mouton, de chèvre, de veau, de serpent. Enfin, on polit le cuir et le volume est mis en presse. De l'or et du cuir. La dorure consiste à composer titres et décors en appliquant une fine couche d'or à l'aide de la roulette ou des fers. Reliure industrielle. La mécanisation presque totale des étapes de la reliure manuelle permet de gagner du temps et d'augmenter énormément la production de livres. La machine plieuse, première de la chaîne, transforme les feuilles imprimées en cahiers. Une fois réunies par l'assembleuse, les cahiers passent sur la couseuse. Le dos des volumes ainsi formés est arrondi et enduit de colle. Puis le massicot, redoutable lame géante, rogne les tranches. Les volumes sont prêts à recevoir leur couverture, souple et en papier pour les livres brochés, rigide et un peu plus grande que le livre lui-même pour les volumes reliés. Couper-coller. Pour relier les livres de poche, la couture des cahiers est supprimée. Une machine les scie en feuillets séparés et forme un bloc dont une tranche est enduite de colle pour recevoir la couverture. Des savants espagnols en Angleterre, des imprimeurs flamands à Venise, des éditeurs allemands à Paris. Au XVIe siècle, grâce aux livres imprimés, les connaissances sont échangées à travers toute l'Europe. Mais l'Église et l'État contrôlent les textes à publier et empêchent les idées qu'ils jugent mauvaises de se répandre. Afin de contourner cette surveillance, un mode d'édition illégale se développe, la contrefaçon. Cela met le commerce autorisé en péril. Pour lutter, les imprimeurs se groupent en corporations et de grandes familles de libraires s'allient par-delà les frontières. Jusqu'au XVIIIe siècle,
sous surveillance. L'Église et l'État établissent la censure. Après avoir examiné les textes, un censeur donne ou non l'autorisation de les éditer. Interdire un livre le faisait connaître davantage et augmentait sa vente clandestine. L'alchimie. Les livres d'alchimie contiennent des formules peu compréhensibles pour les personnes non initiées à cette science. Certains alchimistes furent de grands savants. Des connaissances innombrables. Au XVIe siècle, grâce à l'imprimerie, le nombre des livres augmente. En plus des ouvrages religieux et des livres de droit, des traités illustrés de médecine, de botanique, de mécanique sont publiés. Au XVIIIe siècle, les encyclopédies tentent d'aborder toutes les connaissances humaines. Ces livres savants, grands et encombrants, sont vendus dans les librairies. Les calendriers et des livres plus petits comme les romans ou les recueils de poésie sont édités dans un format de poche et distribués surtout par les colporteurs. Des livres interdits imprimés dans ce petit format sont dissimulés parmi les autres et vendus partout. Acte de loi. Le mot auto-da-fé qui désigne la destruction d'un objet par le feu signifie acte de foi en portugais. Mais la foi religieuse n'est pas la seule responsable de ce type de destruction. Rien de nouveau. Encore au XXe siècle, les gouvernements autoritaires essaient de supprimer par le feu les livres qui leur déplaisent. Mais la fumée des livres brûlés n'empêche pas ceux qui veulent faire connaître leurs idées de continuer à les écrire. Dans le ventre des bibliothèques, au-dessus de la porte de la bibliothèque antique de Thèbes sont gravés les mots « médecine de l'âme ». Pour fortifier leur esprit ou se divertir dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs peuvent lire sur place ou emprunter des livres dans les bibliothèques publiques. Le rôle des bibliothèques du Moyen-Âge est de conserver les livres et seuls savants et étudiants y sont admis. Au XVIIe siècle, les bibliothèques se multiplient pour transmettre le savoir à de nouveaux lecteurs, nobles ou bourgeois. À partir du XVIIIe siècle, elles accueillent tous les publics. Aujourd'hui, le réseau informatique permet d'échanger des documents vite et loin. Au XXIe siècle, il reliera toutes les bibliothèques et les ouvrira au monde entier. Livres d'images. Que cachent les livres sous leur couverture? Des trésors d'histoires vécues ou rêvées, des textes et des images. Grâce aux mots de l'auteur, les images surgissent dans l'imagination du lecteur et elles prennent une forme à travers les dessins de l'illustrateur. Lettres, gravures, mots ou dessins s'entremêlent. Ils éveillent la curiosité, déclenchent les rires ou les frissons et précipitent le lecteur. Telle Alice à la poursuite du lapin dans un pays des merveilles, c'est le bonheur de lire et de découvrir. Le petit chaperon rouge, écrit par Charles Perrault en 1695, illustré au XIXe siècle par Gustave Doré. Textes et images. Au XIXe siècle paraissent des livres spécialement destinés à la jeunesse. L'illustrateur y exprime sa propre vision du texte. Ainsi, Gustave Doré dessine la peur et la méfiance dans le regard du petit chaperon rouge. Chiostri invente l'image malicieuse du Pinocchio de Collodi. Dessin d'écrivain. Henrik Hoffmann écrit et dessine l'histoire de Pierre l'Ébouriffé. De même, Antoine de Saint-Exupéry crée Le Petit Prince. Voilà, il est là, Le Petit Prince. Le charme de ces dessins d'amateurs et la qualité des textes qu'ils accompagnent ont déterminé leur succès. J'étais fou de joie, à moi ces voix séchées dans leurs petits herbiers, ces voix que mon grand-père ranimait de son regard, qu'il entendait, que je n'entendais pas, je les écouterais, je m'emplirais de discours cérémonieux, je saurais tout. On me les
ça vagabondait dans la bibliothèque et je donnais l'assaut à la sagesse humaine. La bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir. Elle en avait l'épaisseur infinie, la variété, l'imprévisibilité. Jean-Paul Sartre, extrait de Les mots en 1956. Voilà, on arrive à la fin de ce livre qui était vraiment très intéressant, surtout pour moi qui adore les livres. Je lis tout le temps. J'espère en tout cas que cela vous a